Vous allez bien? Bien mangé? Oui? OK. Excellent. Euh, Écoutez, quand les voitures autonomes vont arriver, vont débarquer chez nous, si jamais on ne se fait pas frapper par ces autos-là, vous allez tous pouvoir vous féliciter, vous remercier les uns les autres pour que ça ne soit pas arrivé. En fait, la raison derrière ça, c'est que, bon, j'imagine que la plupart d'entre vous connaissez les CAPTCHA sur le web. Euh, oui, relation amour-haine avec les CAPTCHA. OK? Donc, pour ceux qui ne sont pas sûrs de quoi je parle, il y a des petits tests sur Internet dans les formulaires pour déterminer que vous êtes bien une personne et pas un robot. Ce truc-là, là, OK. Un CAPTCHA, ça s'appelle. Donc, je vais commencer avec ça, je vais vous parler un peu de ça. En 2009, en fait, les CAPTCHA existent depuis à peu près 2000, mais en 2009, il y a eu une grosse évolution chez Google au niveau du CAPTCHA. Puis on est passé, vous vous rappelez peut-être de ce moment-là, on est passé d'une version purement visuelle, où on avait une image de texte distorsionnée, à une option d'avoir aussi une option vidéo audio. Bon, l'audio était assez mauvais aussi. Je n'ai pas tout compris ça, mais je partage la douleur. Donc, en 2009, on est passé à ce mode-là, qui était un mode justement où, si vous vous rappelez bien, à l'époque aussi, il y avait deux mots à choisir. Un était assez facile, l'autre était plus difficile. Puis, de fois en fois, on avait des mots différents, puis tout ça. Et la raison pour laquelle Google a changé pour ce type de CAPTCHA à l'époque, c'est parce qu'ils avaient commencé à numériser les livres. Leur objectif, c'était de numériser la connaissance en général. Donc, on a tous participé à notre, sans vraiment le savoir, à bonifier les bases de données, les algorithmes derrière ces choses-là, pour qu'ils puissent reconnaître les lettres dans du contenu qui était scanné, par exemple, pour le transformer en contenu texte réel. Ça a duré quelques années. Autour de 2012, ils avaient à peu près fait le tour de tout ce qu'ils avaient besoin d'avoir pour numériser l'ensemble des livres qui existent sur la planète. Et donc, ils se sont dit, on fait quoi avec ça maintenant? C'est l'époque où, vous vous rappelez encore peut-être de ça, on a commencé à avoir des images plutôt que d'avoir des lettres et des mots. On avait par exemple un chat, on avait un chien, on avait des trucs comme ça. Il fallait identifier ce que c'était. Et c'était la façon de commencer à déterminer qu'est-ce qu'il en était. On a commencé à avoir des adresses, des signes de rue, par exemple, des numéros d'adresse, etc. Et la raison pour laquelle on faisait ça, c'était que c'est à peu près l'époque où Google Street View est arrivé. Et là, il essayait de comprendre et de mieux tirer l'avantage de l'information qu'il récoltait avec les voitures qui se promenaient dans les rues pour cartographier complètement la planète développée, disons. Donc, encore là, on a contribué à améliorer l'intelligence artificielle qui était dans leur premier balbutiement, évidemment, de ces outils-là, en définissant une adresse civique, par exemple, que c'était bel et bien 2163, ou que la rue, c'était bien la rue René-Lévesque, par exemple. Donc, d'aider à reconnaître ces caractères-là. Encore une fois, après environ 2 ans de ça, on avait fait le tour un peu chez Google. Ils étaient capables de contrôler ces choses-là. On est revenu à la question des images. Et là, on a commencé à pousser beaucoup plus loin cette idée-là, de nous demander de reconnaître différents animaux, différents objets. Et c'est là qu'on a réellement commencé à faire ce qu'on peut appeler de la reconnaissance automatique d'images par algorithme. Bon, intelligence artificielle, on peut appeler ça un paquet de façons si on veut, mais l'idée était de dire que par l'exposition massive à de l'information, donc dans ce cas-ci, des millions d'entre nous qui voient des millions d'images et qui les identifient bel et bien comme étant un chat, un chien, un cheval, un poteau, peu importe, bien là, on pouvait commencer à définir plein d'informations autour de ces images-là et de cartographier un peu, si on veut, le contenu visuel que Google avait à sa disposition. Et encore une fois, après quelques années de ça, ça commençait à aller assez bien. Donc, l'année dernière, Google est arrivé avec une nouvelle version de ces CAPTCHA encore. Vous avez peut-être remarqué ça aussi. Dans ces années-là, on est passé aussi d'une seule image à une grille d'images. Il fallait identifier lesquels étaient tel truc. Récemment, ce qu'on voit, c'est identifier, par exemple, des passages piétonniers, identifier des lumières de signalisation, des choses comme ça. Donc, c'est pour ça que je vous dis que si les voitures ne nous frappent pas quand elles vont arriver, c'est essentiellement grâce à nous. Parce que nous, on est en train présentement, aujourd'hui, d'entraîner l'intelligence artificielle pour enseigner aux voitures autonomes, aux voitures sans conducteur, donc les voitures self-driving cars, à ne pas nous frapper finalement. Donc, c'est un peu d'où ça vient tout ça.
ça va être un peu la prémisse de la présentation. L'objectif aujourd'hui est de vous parler, bon, évidemment, d'intelligence artificielle, d'accessibilité du web, l'espèce de connexion entre les deux, et de voir où on est aujourd'hui par rapport à ces technologies-là, où on va, ce qu'on peut espérer, et ici, ça va relativement bien. On va finir sur une note assez positive par rapport à tout ça, mais évidemment, je vous laisserai choisir. Quand on parle d'accessibilité dans le contexte de l'informatique, du web en général, bon, j'ai décidé de commencer assez arbitrairement en 1999 parce que c'est l'année où la première version des standards d'accessibilité ont été adoptés au niveau du W3AC, donc les Web Content Accessibility Guidelines, ou WCAG, WCAG, si vous connaissez ces choses-là. Donc, ça fait 20 ans cette année que ces standards-là existent. Et malgré les efforts d'un paquet de gens qui ont travaillé d'arrache-pied depuis des années pour rendre le web plus accessible, vous conviendrez probablement avec moi que ce n'est pas un succès retentissant encore. Il y a quand même assez de difficultés. C'était en fait plus facile il y a 20 ans que ça l'est aujourd'hui à cause des technologies, de la complexité des technologies, des différents cadres qu'on utilise pour construire nos contenus. La dynamisation de ces contenus-là rend l'expérience plus difficile pour l'utilisateur d'un lecteur d'écran, par exemple. C'est assez convenu, j'imagine. Par contre, disons à partir de l'année prochaine, parce que j'aime bien travailler avec des bases logiques, donc un premier 20 ans, disons le prochain 20 ans, d'ici à 2020-2040, je pense que les évolutions en termes d'intelligence artificielle vont radicalement changer notre expérience comme utilisateur et le degré d'accessibilité qu'on peut s'attendre du contenu sans qu'il y ait une intervention humaine. Parce que ce qui faisait le succès dans les 20 dernières années d'un site accessible, bon, évidemment, c'était nous qui avons les bons outils à notre disposition. Évidemment, ça aide pas mal. Mais c'était surtout, d'abord et avant tout, que les développeurs, les designers, les gens qui font du contenu fassent l'effort de rendre ces contenus-là accessibles. S'ils ne font pas l'effort, on a beau avoir tous les outils, ça ne change rien. Donc, pour que les gens fassent l'effort, il faut d'abord qu'ils comprennent, il faut qu'ils soient intéressés, il faut qu'ils voient l'intérêt de le faire, il faut qu'ils soient supportés par leurs organisations pour faire ça, il faut qu'il y ait les budgets, etc. Il y a plein de raisons pour lesquelles les gens ne le font pas. Mais ce qu'on peut voir maintenant, poindre à l'horizon, en fait, c'est que comme les technologies deviennent de plus en plus aptes à prendre en charge une partie de cette responsabilité-là, on peut s'attendre à avoir beaucoup plus de considérations d'accessibilité qui d'emblée vont s'intégrer dans ce qu'on va vivre comme expérience, sans que nécessairement qu'un humain ait besoin de passer derrière ces choses-là. Donc voilà pour ma prémisse. Mon nom est Denis Boudreau. Je connais certains d'entre vous, pas tout le monde. Si vous avez besoin de me rejoindre après ça, j'imagine que la présentation va être partagée avec les gens ici de toute façon, mais vous avez mes coordonnées, courriel db@deque.com, dec.com, et sur Twitter, pour ceux qui sont là, dboudreau, D-B-O-U-D-R-E-A-U. Donc, je vais vous laisser ça tout à l'heure à la fin aussi au besoin pour des questions ou un suivi. Mais assez sur moi et passons au sujet. Donc, intelligence artificielle. Il faut évidemment établir quelques concepts pour savoir de quoi on parle. Donc, je me suis dit qu'on allait commencer avec cette base-là. Au départ, l'intelligence artificielle, on parle des années 50, 1950. Donc, ça fait quand même à peu près 70 ans que le concept existe. Ça fait à peu près 15 minutes que c'est intéressant. Mais entre les deux, c'est passé quand même pas mal de choses. Il y a un bonhomme qui s'appelle Alan Turing. Peut-être que certains d'entre vous ont vu le film Imitation Game, il y a 3 ou 4 ans peut-être. Ça parle un peu de ces débuts-là là-dedans, mais ça parle surtout de Enigma. Mais il y a une citation de Turing à l'époque qui aujourd'hui encore est considérée comme une des citations les plus marquantes. Ça dit en gros, si je traduis en français, je crois que vers la fin du siècle, l'utilisation des mots ou des opinions générales en faveur va avoir tellement changé, en fait, que quand on va parler d'intelligence de machine ou de communication avec les machines, que les gens ne vont pas spontanément être en désaccord avec nous. Et on est là, effectivement, 70 ans plus tard, peut-être pas 50 ans, mais 65, 70 ans plus tard, on est certainement rendu là. Vous avez vu des choses, par exemple, en levant la main ou en faisant un bruit quelconque qui vous intéresse. Ceux d'entre vous qui sont sur Facebook? Pas mal tout le monde, OK. Ceux d'entre vous qui sont... OK. Donc, ceux d'entre vous qui sont sur Facebook et qui utilisent un lecteur d'écran, par exemple, vous avez sûrement remarqué, il y a à peu près 3 ans,
qu'au lieu d'avoir comme texte alternatif pour vos images, au lieu d'avoir le nom de la personne qui avait publié l'image, vous avez commencé à avoir des descriptions de ce qui se passait, plus ou moins précises, plus ou moins utiles, mais des descriptions quand même. C'est un exemple, justement, de situation qu'on a vu apparaître dernièrement, parce que, justement, si on repart sur la base que je disais tout à l'heure, avec Google qui faisait ses efforts au niveau du CAPTCHA, ces bases de données-là, ces ensembles de données-là se sont partagés. Certaines de ces choses-là sont open source. Des groupes comme Facebook et autres ont commencé à les utiliser aussi et à implémenter ça dans leur plateforme pour essayer de faire des trucs un peu plus accessibles. Parce qu'ils comprennent justement, entre autres, qu'on a beau répéter à un développeur de mettre un texte alternatif sur une image, ça ne se fait pas toujours. Puis ça ne se fait pas toujours bien, puis ce n'est pas toujours utile, puis ce n'est pas toujours traduit, puis ce n'est pas toujours ci, pas toujours ça. Donc, la technologie peut aider comme ça sur ces différents aspects. Il y a quelques principes fondamentaux qui sont nécessaires pour que l'intelligence artificielle puisse exister. Ça fait 70 ans, comme je vous dis, que le concept est dans la tête de certaines personnes, mais jusqu'à tout récemment, il manquait des éléments majeurs pour qu'on puisse arriver à le faire. Un de ces éléments-là, c'est d'avoir énormément d'informations à notre disposition. Aujourd'hui, on parle de 44 zettabytes, 44 zeta-octets d'informations. La plupart d'entre nous trouvent qu'un gigaoctet, c'est beaucoup. C'est pas mal plus. J'arrive là-dessus bientôt. Ça prend aussi des ordinateurs beaucoup plus puissants. Donc, je ne parle pas forcément d'ordinateurs quantiques, mais je parle au minimum d'ordinateurs qui fonctionnent avec des GPU plutôt que des CPU, donc un super CPU, pour ceux qui comprennent ce qu'un CPU est. Donc, de la mécanique beaucoup plus forte qu'avant. Et essentiellement, c'est ça. Ça prend ces deux éléments-là. Ça prend des choses à tester, donc ça prend des tâches particulières. Une tâche, ça peut être déterminer ce que l'image contient, ou ça peut être déterminer ce qu'une personne est en train de dire, donc lire ses lèvres ou déterminer le contenu. Ça peut être de transférer ce contenu textuel-là en contenu audio, etc. Donc une tâche quelconque. Une tâche unitaire simple, même si elle est complexe dans son exécution, une tâche simple à définir. Et évidemment, il faut faire ça tout en s'assurant que les résultats ne sont pas complètement mauvais en termes d'efficacité. Donc, si les résultats sont absolument faux, ou il y a plus de faux positifs que de vraies et bonnes réponses, ça ne sert pas grand-chose non plus. Si je vous dis sur Facebook, cette image peut contenir un chameau, une chaudière, puis un lit, puis que c'est en fait une photo d'un barbecue dans une cour à Montréal, les chances sont bonnes que l'intelligence artificielle n'est pas encore au point. Donc, on veut des choses comme ça qui sont un peu mieux. Je parlais de 44 zeta-octets tout à l'heure. 44 zeta-octets, ça veut dire 44, pas millions, pas milliards, pas billions, mais bien billiards de mégaoctets. Mon premier ordinateur avait 160 mégaoctets de disque dur. Ça fait 20 ans de ça. C'est énorme. C'est l'ensemble de contenu qu'on est... En fait, ça peut-être intéresser 2 personnes d'entre vous, là, mais l'Internet au complet pèse 50 grammes. La donnée comme telle de l'Internet au complet, ça pèse 50 grammes. Mais ce que ça représente en termes d'espace, c'est 44 billiards de mégaoctets. Donc, on a ça à notre disposition aujourd'hui. On peut commencer à traiter les choses pour faire des extractions, faire des assumptions, puis être capable de dire, bon, bien, OK, ça représente effectivement un chat, un chien ou autre chose. La plupart d'entre vous, d'entre nous, ont découvert l'intelligence artificielle par les assistants personnels. Ben, Siri sur vos téléphones, par exemple, peut-être Alexa, Cortana, Google Assistant, quelques autres comme ça qui existent aussi. Pour la plupart des gens, c'est la première expérience, la première prise de contact, merci, avec l'intelligence artificielle, mais il y a beaucoup plus que ça, évidemment, au départ. L'intelligence artificielle, ce qu'on veut dire quand on parle de ça, essentiellement, c'est cette idée-là d'être capable de traiter énormément de données avec des ordinateurs très, très puissants et pouvoir en déduire des choses, donc pouvoir comprendre ou pouvoir réaliser une tâche particulière. Donc ça, c'est la base. Mais pour ceux d'entre vous qui ont peut-être fouillé un peu la question, on entend parler d'apprentissage par machine, donc de machine learning, on entend parler d'apprentissage profond, du deep learning. Toutes ces choses-là sont différentes. C'est pas tout. Ils ne veulent pas tous dire la même chose. Mais l'intelligence artificielle, c'est le grand parapluie, si on veut, sous lequel tous ces concepts-là se placent. Un des 2 concepts importants derrière l'intelligence artificielle, c'est l'idée d'apprentissage machine. Donc, ce que ça veut dire essentiellement, c'est ce qu'un Google faisait à l'époque. Demande à des millions de personnes d'identifier cette image-là comme étant un chat, par exemple.
Quand 99% des gens disent que c'est un chat et pas un chien, ils se disent que c'est probablement un chat. Donc, on apprend à la machine à déterminer, reconnaître différents animaux. Quand on va plus loin, ce qui arrive, c'est qu'on dit, on a par exemple 12 000 images de chats qu'on a passées comme ça à travers des millions de personnes. Ces 12 000 images de chats-là ont toutes été identifiées en majorité comme étant des chats. Qu'est-ce qu'elles ont en commun? Là, on enseigne, bon, OK, il y a des oreilles pointues, il y a une queue de telle façon, ça a une telle morphologie, ça a aussi, ça a ça. Et là, on commence à enseigner de façon beaucoup plus unitaire à l'algorithme, aux ordinateurs, comment reconnaître cet animal-là à partir d'un certain nombre de critères. Et là, on donne des milliers d'autres images de chats jusqu'à ce que l'outil apprenne à les reconnaître presque sans faille. On fait ça sur tous les types d'animaux, tous les types de tasses, tous les types de voitures, etc. Puis éventuellement, on peut reconnaître, on peut reconnaître les images de façon assez efficace. Pour arriver à ce niveau-là, où on est plus unitaire, justement, on parle de cette idée-là de deep learning. Donc, il y a l'intelligence artificielle, il y a l'apprentissage par machine, puis un sous-ensemble de l'apprentissage par machine, c'est justement cette question-là d'apprentissage profond. Donc, c'est un peu le bout théorique, technique, que je vous invite à oublier, mais il fallait que je le dise, sinon ça ne tient plus. Donc, comment on fait pour identifier, par exemple, ou dire, enseigner à un ordinateur comment différencier un chat et un chien? Donc, c'est une question de base, si on veut être capable de reconnaître des images, par exemple. Donc, les différences morphologiques entre les deux. On arrive avec cette idée-là de réseau neuronal. Donc, en deep learning, là, je vais décrire sur l'écran ce qu'il y a pour certains d'entre vous. L'idée d'association qu'on a pour reconnaître des choses, dont je disais tout à l'heure, un certain nombre de critères, par exemple. Un chat a les oreilles pointues, ça a des moustaches, ça a 4 pattes, ça a le poil relativement court, ça a une queue faite en long, ça a ci, ça a ça. Donc, tous ces critères-là sont des points d'entrée d'information. Après ça, chacun des points d'information va se croiser avec d'autres, et quand au final de la démarche de réflexion, si on veut, de l'outil, on arrive à la conclusion que c'est bel et bien un chat, c'est parce que c'est un chat. Donc, il y a un certain nombre de critères qui se recoupent, ils sont tous dans cette image-là, donc c'est forcément un chat par déduction. Si j'ai tous les critères sauf 5, c'est peut-être un chien, parce que ça se ressemble quand même un peu, mais il y a des différences au niveau des oreilles, au niveau de ci ou de ça. Donc, ce qu'on voit à l'écran, c'est une série de... C'est un peu compliqué à décrire. C'est une série de points. Imaginez dans ce cas-ci, 6 colonnes avec des points à l'intérieur de ces colonnes-là. Chacun des points, 6 colonnes de points, puis à peu près 5 rangées, 6 colonnes, 5 rangées de points. Imaginez un tableau comme ça. Pour chacun des points dans la rangée de gauche, il y a une ligne qui pointe vers cette entrée-là. Donc, c'est un critère de sélection ou une caractéristique. Et ce point-là, ensuite, va vers un paquet d'autres points. Et tous les points se relient pour faire une espèce de grosse cartographie. Tous les points ensemble pour créer des relations entre les différents points. Et au final, à la droite complètement, tout ça ressort avec un seul point et une seule ligne. Donc, on entre une ligne, une information, on sort à la fin une seule information. Entre les deux, une espèce de boîte noire où il se passe un paquet de choses qu'honnêtement, personne ne comprend. Un truc le plus fascinant, je trouve, en intelligence artificielle, c'est que tout le monde dit « c'est vraiment cool », mais on ne sait pas comment l'expliquer. Entre les deux, ça marche. Donc, l'ordinateur, c'est le bout d'intelligence où l'ordinateur est capable de gérer les informations, les traiter, puis sortir un résultat qui, au final, s'avère être un bon résultat. On ne comprend pas trop, mais c'est ce qui se passe. Donc, cette idée-là, de tous ces points qui se relient ensemble, c'est ce qu'on appelle un réseau neuronal. C'est basé sur la métaphore de notre propre cerveau, où les neurones se mélangent et l'information se traite, et on arrive à faire des déductions de cette façon-là. Il y a un bonhomme qui s'appelle Marshall McLuhan, qui, autour des années 60, je pense, a dit d'abord, on crée nos outils, et ensuite les outils nous... En fait, d'abord, on façonne nos outils, et ensuite les outils nous façonnent. Vous avez peut-être déjà entendu ça avant. C'est attribué à plein de mondes différents. Je ne sais pas qui est vraiment dit, mais enfin, ça semble être lui. En intelligence artificielle, encore une fois, c'est quelque chose qui est très, très clair. Au niveau du web, notamment, on va le voir tout à l'heure, mais la création de contenu web automatisé par des outils pour remplacer les développeurs et les designers, ça existe déjà aujourd'hui. Nous, ce qu'on doit faire, c'est créer les outils qui, éventuellement, vont créer le contenu qui vont nous permettre à nous d'évoluer dans notre compréhension du monde, dans notre apprentissage, nos apprentissages, etc. Donc, on crée d'abord les outils, on crée d'abord les algorithmes d'intelligence artificielle, on crée les différentes applications dont je vais vous parler tout à l'heure. Et au bout de ça, ces outils-là, ces applications-là, nous aident nous-mêmes
à nous émanciper, à apprendre des choses. Donc, c'est un peu le principe derrière tout ça. Un autre parallèle que je vais établir, ce qu'on voit à l'écran, c'est une prise de vue à l'intérieur de la basilique Saint-Pierre au Vatican. Supposément, le plus incroyablement magnifique bâtiment fait dans la chrétienté. Ce bâtiment-là a commencé à être développé en 1506. Il a été fini en 1626. Donc, ça a pris 120 ans pour bâtir le building. Il y a plein de gens qui ont travaillé là-dessus et qui sont morts avant la fin de la réalisation du projet. Avant que ça commence, il y a des gens qui ont rêvé au projet. Donc, ce qui s'est passé essentiellement là-dedans, c'est il y a d'abord quelqu'un qui a pensé à ce truc-là, qui a dit que ce serait vraiment super si on avait un bâtiment de cette taille-là en gloire à Dieu. Et plein de gens ont dit, t'es fou. Puis il y a plein de gens qui ont dit, ben, peut-être. Puis finalement, on a commencé à le faire. Puis quand on a commencé à le faire, on n'a pas commencé à bâtir la basilique. On a commencé par faire des plans. On a commencé par façonner des pierres, façonner des briques, façonner des madriers, faire ci, faire ça. Donc, il a fallu bâtir un paquet de petites choses. Et éventuellement, on a pu commencer à assembler tous ces composants-là pour créer une basilique. Un truc énorme. En intelligence artificielle, c'est la même chose qui se passe. Ça fait 50 ans, 60 ans, 70 ans qu'il y a des gens qui réfléchissent à cette base-là. Il y a à peu près 5 ans, 6 ans, on a commencé à voir que les gens sont passés de la phase d'idéation, si on veut, à une phase où ils commençaient à bâtir des trucs. On bâtit un petit algorithme qui reconnaît les images. On bâtit un petit algorithme qui reconnaît la voix et qui fait des sous-titres, par exemple, où on reconnaît le langage des signes et on peut le traduire en texte. Donc, tous ces petits outils-là, imaginez que c'est différents matériaux qu'on utilise pour bâtir une cathédrale ou une basilique, c'est le même principe. On est là, sauf que, évidemment, nous, dans notre croissance, pour bâtir notre basilique, qui est l'intelligence artificielle, on est déjà rendu à l'étape où on prend nos matériaux, on les assemble ensemble et on crée des trucs. Je vais vous parler d'un paquet de petites applications dans les prochaines minutes. Vous en connaissez peut-être certaines d'entre elles, mais ce sont toutes des manifestations de... On a commencé par rêver d'abord à une petite possibilité pour aider, souvent pour aider à pallier à une déficience visuelle ou auditive ou motrice ou cognitive, par exemple, et qui sont devenues par la suite utilisées de façon très, très large pour l'ensemble des gens dans la population. Vous avez les mêmes parallèles qui s'établissent au niveau de vos téléphones cellulaires, par exemple. Toutes les fonctionnalités qu'on utilise sur nos cellulaires ont pour la plupart été bâties au départ pour répondre à une problématique de déficience visuelle, auditive, cognitive ou autre. Donc, les gens se réapproprient ces choses-là et ça devient mainstream, ça devient dans le courant principal des choses. Donc, gardez ça en tête, cette idée-là de commencer par bâtir ou façonner nos composantes pour pouvoir aller plus loin. On appelle ça des briques. Les premières briques qu'on a en intelligence artificielle, par exemple, ça va être des choses comme cette reconnaissance d'images-là. Donc, j'ai parlé de Google, de Facebook tout à l'heure. Je ne vais pas revenir sur Facebook tant que ça parce que vous connaissez un peu le principe. Peut-être sinon pour vous dire que dans les 3 dernières années, ça n'a pas vraiment évolué beaucoup. Les algorithmes sont plus précis, mais présentement, j'espère que vous ne le faites pas, mais si présentement vous êtes sur Facebook et que vous écoutez votre fil Facebook, vous allez encore entendre « cette image peut contenir blablabla, blablabla », séparé par des virgules. C'est plus précis, c'est le même principe, ça n'a pas vraiment évolué. Par contre, en parallèle de ça, il y a eu un certain nombre d'évolutions qui ont commencé à poindre à l'horizon. Pour ceux d'entre vous qui travaillaient avec PowerPoint, par exemple, vous avez peut-être remarqué que depuis à peu près 2 ans, quand vous intégrez une image dans votre PowerPoint, le PowerPoint essaie de vous la décrire. Ça peut être une image de tel truc. Donc, c'est toujours dans une formule « je crois que c'est ça ». Ce n'est pas très confiant dans son interprétation, mais ça vous donne une petite idée, ça vous aide à le faire. Chez Instagram, par exemple, ils ont passé à travers 3,5 milliards d'images pour essayer de les définir de cette façon-là. Après 1 milliard de ces images-là, il y avait déjà atteint un ratio de précision aux alentours de 85 % et jusqu'à ce point-là dans les technologies, dans l'évolution des technologies, les meilleurs algorithmes se rendaient à 83 %. Donc, à l'intérieur des 2 dernières années, chez Instagram, c'est Facebook, c'est un peu la même chose, même compagnie mère, on est déjà rendu à avoir dépassé tout ce que l'évolution des technologies nous avait apporté jusqu'à maintenant en termes de reconnaissance d'image.
Ces éléments-là sont fondamentaux pour nous aider à bâtir des choses. Donc ça, c'est un exemple de ce qu'on a, avec lequel on peut travailler. Une brique, par exemple. Une autre, c'est au niveau de la reconnaissance faciale. Bon, encore là, si vous avez des téléphones intelligents récents, iPhone X par exemple, vous avez une reconnaissance faciale. Vous mettez votre téléphone devant vous, il vous reconnaît, puis il débarre automatiquement, pas besoin de taper son mot de passe. Avant, c'était le Touch ID. Sur les versions précédentes, vous mettez votre pouce ou un doigt, donc votre empreinte digitale et votre mot de passe. Marche pas toujours exactement, c'est exactement où j'allais. Donc, quand Apple a intégré au départ le Touch ID, il disait « Ah, c'est super, c'est infaillible, ça marche super bien. » Puis quand on grattait, il disait « Oui, ben, tu sais, 1 sur 50 000 peut-être, ça ne marchera pas. » C'était moi souvent, le 1 sur 50 000. Mais bon, il disait que c'était 1 sur 50 000. Après ça, Face ID est arrivé, donc la reconnaissance faciale à la place. Et là, il parle d'1 sur 1 million. Donc, encore là, moi, ça marche relativement bien pour moi parce que je suis un homme blanc avec une barbe. Ça a l'air niaiseux, là, mais qui développe ce genre de truc-là? Des hommes blancs avec des barbes. Donc, quel genre d'image ils utilisent pour valider leur truc? Exactement. Donc, si on est une minorité visible, si on est une femme, si on est indéfini, peu importe le genre, etc., ça peut descendre assez rapidement en termes d'efficacité. Donc, le 1 sur 1 million, ça paraît bien comme ça, mais effectivement, on est des milliards. Donc, il y a une marge d'erreur quand même qui est là. Mais le point est que, dans la mesure... Donc, je reviens à ce que je disais au départ. Il y a cette question-là d'accès à de la donnée. Si je nourris mon intelligence artificielle, mes algorithmes, avec des millions et des milliers de photos d'hommes blancs barbus, c'est sûr qu'à un moment donné, ça va être assez efficace pour reconnaître mes propres traits, parce qu'en général, il y a 27 points de reconnaissance dans le visage que les algorithmes utilisent pour reconnaître une personne. Puis après ça, ils regardent le grain aussi, comme ça, si on met juste une photo de quelqu'un d'autre, ça ne marche pas, ça prend vraiment la reconnaissance comme du grain du visage, de la peau comme telle. Mais si je sors de ces paramètres-là, évidemment, ça marche moins bien déjà. Donc, je reconnais le fait que ça ne marche pas super bien, mais ça marche quand même un peu. Et mon point est que ce n'est pas parfait. Puis je ne suis pas du tout en train de vous dire que ça l'est. Je ne suis même pas convaincu que ça va l'être dans 20 ans. Mais à terme, c'est vers ça qu'on va quand même. Donc, à court terme, quand on pense à l'intelligence artificielle dans la reconnaissance faciale, ça peut aider, par exemple, pour une personne qui a une limitation au niveau cognitif, donc se rappeler un mot de passe, se rappeler 72 mots de passe, il ne faut pas les écrire sur un papier à côté de l'ordinateur. Donc, tout ça, là, ça devient dur. Donc, ça peut aider. Ça aide ça peut aider d'une certaine façon aussi. Une autre brique qu'on a, c'est au niveau de la reconnaissance labiale, donc la reconnaissance sur la lecture des lèvres. Encore une fois, chez Google, dans ce cas-ci, il y a un projet qui s'appelle Google DeepMind. Autour de 2016, ils ont nourri, si on veut, un algorithme avec 5000 heures de vidéos choisies un peu au hasard. Donc, ils ont pris 5000 heures de contenu vidéo, ils ont passé ça à travers l'algorithme en question, et l'algorithme est arrivé à un certain résultat au bout de ça. Ils ont convoqué les meilleurs experts au monde en lecture labiale, et leur ont fait passer les mêmes tests à travers 5000 heures de vidéos aussi. Et après vous, qui gagne? L'homme gagne? OK, malheureusement non. Donc, les meilleurs experts au monde avaient un résultat de seulement 12,5 %. Donc, je parle de contenu pris aléatoirement. Donc, il y a du contenu dans lequel l'éclairage n'est pas très bon, ce genre de choses-là. Donc, ça n'aide pas beaucoup au départ. Ce n'est pas très fair, en fait, comme combat au départ. Mais pour le 12,8, je pense, que c'était pour des personnes, pour l'intelligence artificielle, c'était 48,4. C'est presque 4 fois plus efficace en 2016 que nos meilleurs experts au monde. Donc, déjà, là, il y a quelque chose d'assez intéressant. Il y a un autre groupe de chercheurs à Oxford pour un projet qui s'appelle LipNet, qui, cette année, en début d'année, ont refait ces tests-là avec 30 000 heures de vidéo. Mais là, ils ont pris 30 000 heures de vidéo dans des conditions optimales où on voit bien les gens, on voit bien leur visage. Bon, parfois, il y a des moustaches, des choses comme ça, donc ça obstrue un peu, évidemment. Mais c'est optimisé un peu pour reconnaître. Et dans ces contextes-là, puis c'est un truc avec DeepMind et LipNet ensemble, dans ce contexte-là, les utilisateurs étaient des étudiants qui avaient une déficience auditive, donc des gens qui, au départ, sont un peu plus formés pour ça aussi. Leur résultat à eux était 50 quelques %, 56 % je crois,
mais l'intelligence artificielle est à 96 ou 97 dans son cas. Donc, encore là, dans les meilleures conditions, l'IA gagne sur ces questions-là. Puis ça commence à nous faire allumer des cloches. Si moi, je suis un Google ou un YouTube, même chose encore une fois, c'est le même conglomérat, mais si j'ai un logiciel qui permet, ou un algorithme qui permet de faire du sous-titrage automatique et qu'il existe un autre algorithme quelque part qui peut reconnaître ce que les gens lisent, ce que les gens disent, si je les combine ensemble, je devrais en principe améliorer les résultats de mon sous-titrage automatique. Donc, c'est ça que les gens commencent à se dire dans ces années-là aussi. Donc, il y a des choses comme ça qui se passent. Il y a, à d'autres niveaux, il y a de la reconnaissance de conversation qui existe aussi. Il y a un petit logiciel qui s'appelle Ava. Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissez. C'est surtout en déficience auditive qu'on voit ça. Mais c'est de la reconnaissance de conversation de groupe. Donc, une personne est sourde, par exemple, malentendante, assise autour d'une table, dans un café, c'est assez bruyant. Même moi, j'aurais de la misère. Donc, tout le monde peut se brancher sur le petit logiciel, sur son téléphone, par exemple, et une fois qu'on est tous identifiés, le logiciel comme tel, le téléphone, capture la conversation, la retranscrit en texte, associe chacune des choses qui a été dites avec la personne en question, et là, une personne qui est malentendante peut lire et suivre une conversation de cette façon-là. Ça existe maintenant. Ça existe depuis 3 ans. C'était pas très bon il y a 3 ans, mais ça commence à être drôlement bon aujourd'hui. Donc, il y a des choses comme ça qui existent aussi. Google a un truc qui s'appelle Live Transcribe qui fait un peu la même chose. Il y a différentes alternatives, si on veut, mais c'est des choses qui, encore là, aujourd'hui, sont là. Puis, en termes d'accessibilité à de l'information, ça nous aide pas mal. Langage des signes, même chose. Il y a une demi-douzaine de projets de ce type-là qui ont apparu dans les 5 ou 6 dernières années. La plupart des personnes sourdes s'entendent pour dire que c'est vraiment mauvais, mais ça s'en vient de mieux en mieux aussi. On a, à l'époque, il y avait un truc qui s'appelait Motion Savvy, qui n'existe plus aujourd'hui. Ça va aller? J'ai de l'eau aussi. Donc, Motion Savvy, en 2014, est arrivé. C'était plus ou moins bon. Aujourd'hui, ça n'a plus l'air d'exister vraiment, mais depuis, il y a eu un truc qui s'appelle Gnosis, il y en a un qui s'appelle Signal, il y en a un troisième qui s'appelle Kintrans. Et dans tous ces cas-là, c'est le même principe, c'est-à-dire que ça permet une communication bidirectionnelle, si on veut, entre une personne qui signe, une reconnaissance de ces signes-là à travers une interface d'un appareil quelconque, qui est traduite en texte. Et après ça, une personne parle et les mots comme tels qui sont prononcés sont traduits aussi en texte, ce qui fait que la communication est possible entre une personne qui est sourde et une personne qui ne l'est pas. Ça va s'améliorer aussi encore. Ce n'est pas parfait aujourd'hui, mais ça s'en vient. Puis j'insiste sur cette question que ce n'est pas parfait parce qu'après ça, l'autre truc, c'est Google Translate. Un qu'on connaît bien tout le monde, c'est la traduction chez Google. Il y a quelques années, j'aurais utilisé des termes peu flatteurs pour parler de la précision. Mais si vous avez utilisé ça récemment, c'est incroyable comment ça s'est amélioré aussi. Moi, je travaille essentiellement en anglais. Puis souvent, je vais écrire un texte en français, je vais le passer à travers l'outil, je fais 2, 3 corrections mineures et c'est parfait. Ça passe super bien de l'autre côté. Et la raison pour laquelle c'est, essentiellement, encore là, c'est de l'exposition massive à de l'information. La plupart du contenu sur le web est généré à travers des langues comme l'anglais, l'espagnol, le mandarin. Donc, ces langues-là sont particulièrement efficaces au niveau de la traduction. Évidemment, si on parle le serbo-croate, on essaie de traduire en sénégalais, c'est moins bon. Encore là, c'est juste une question d'exposition de la donnée. Mais avec le temps, on peut imaginer que ça peut s'améliorer aussi. Évidemment, Google Translate, plus les contenus sont techniques, moins ça marche, là, on s'entend. Mais pour des conversations de base, c'est rendu extrêmement impressionnant aussi. Il y a un truc qui s'appelle chez Google, pour ceux qui ont des téléphones Pixel, depuis 3 ans, ils ont sorti des petits écouteurs qui s'appellent des Pixel Buds. Ceux d'entre vous qui ont vu le film Hitchhiker's Guide to the Galaxy, certains d'entre vous l'ont peut-être vu. Dans ce film-là, il y a le concept du Babelfish, là, le poisson de Babel, si on veut. Tu mets le petit poisson dans ton oreille, puis il traduit pour toi les conversations. Donc, si tu peux parler avec n'importe qui de n'importe quelle langue, ça fait ça. Il y a 40 langues qui, en temps réel, sont traduites d'une vers l'autre, encore là, de façon assez impressionnante. C'est exactement ça. Ça existe aujourd'hui, c'est plus de la science-fiction, ça existe maintenant.
c'est pas parfait, mais ça s'améliore aussi. Donc encore là, un truc aussi bête que de voyager à l'étranger, puis de pouvoir avoir une conversation avec quelqu'un en japonais, par exemple. Moi, je parle français, la personne parle japonais, ça me traduit au fur et à mesure. La personne a des écouteurs aussi, donc les deux, on est équipés de la bonne façon, on peut se comprendre sans parler la même langue. Ça existe aujourd'hui. Ouais, donc ça, c'est quelques exemples de ce qu'on a. J'ai comme un peu passé par-dessus. Ouais, enfin, je pense que je me suis trompé dans ma séquence. C'est pas très grave. Faut continuer à avancer. Puis le dernier que je veux vous parler à ce niveau-là, c'est ce qui s'appelle de la synthèse abstractive. Donc, imaginez une limitation au niveau cognitif, dyslexie par exemple. Difficulté à traiter de l'information, lire du contenu, c'est laborieux, etc. Avoir un algorithme qui permet d'analyser un texte, le réduire, le résumer, bref, à quelque chose de très, très précis duquel on ne perd pas l'essence. Donc, on peut quand même suivre le contenu. Il y a deux types de synthèse de cette façon-là. Le premier, c'est, on appelle ça extractif versus abstractif. Extractif, essentiellement, ce que c'est on va prendre les phrases qui sont les plus significatives, on va les mettre ensemble dans un texte plus court, puis on espère que ça donne quelque chose qui à peu près est correct. Et de l'autre côté, c'est vraiment l'analyse des mots, et on réécrit un texte complètement par ordinateur, par algorithme, qui résume réellement ce que le long contenu veut dire. Qui peut encore là peut être super utile pour une personne avec une limitation de niveau cognitif, mais aussi qui peut être vraiment utile pour n'importe qui d'entre nous qui n'a pas vraiment envie de lire le gros truc de 12 pages quand on pourrait avoir un petit résumé puis que ça serait suffisant pour comprendre où on va. Donc, ce genre de choses-là existe aujourd'hui aussi. Encore là, ce n'est pas parfait, mais ça existe. Et c'est juste une petite parcelle des briques dont je parle qu'on peut utiliser pour commencer à bâtir cette cathédrale-là qui est l'intelligence artificielle pour ce qui vient ensuite. La magie arrive réellement quand on commence à prendre les différentes briques et qu'on les assemble ensemble. Et ce que je vais vous montrer maintenant, c'est quelques outils encore, mais des applications qui existent aujourd'hui, que vous pouvez télécharger maintenant et qui vont fonctionner super bien pour faire ce genre de choses-là, quand je parle ici. La première s'appelle El Picto. C'est pour aider les gens qui sont sur le spectre de l'autisme, par exemple. Ça va traduire des phrases en pictogrammes. Ça va permettre donc l'association de pictogrammes va permettre de communiquer, va permettre à une personne qui est sur le spectre de l'autisme et qui est non-verbale, par exemple, de pouvoir communiquer avec ses parents ou avec ses proches, etc. Fonctionne relativement bien déjà à ce niveau-là. Un autre truc s'appelle Voice It. Dans ce cas-ci, c'est par exemple une personne qui a une problématique au niveau de la parole. Donc, la personne peut parler, mais c'est très difficile de comprendre ce qui est dit. Elle peut entraîner l'outil pour que l'outil reconnaisse comment elle verbalise certains mots et après ça, transformer ça pour que ça soit retransmis en texte. Par exemple, imaginez comme une synthèse vocale qui traduirait et lirait ou prononcerait ce qui vient d'être dit de façon plus cohérente pour pouvoir permettre de communiquer encore une fois. Donc, il y a plein de gens qui, aujourd'hui, parlent à peu près jamais parce que c'est trop pénible, c'est trop difficile, puis ils finissent par être tannés de devoir se répéter constamment, donc ils parlent moins. Ces outils-là leur permettent encore là de s'émanciper puis de pouvoir communiquer avec d'autres. Et encore là, ça fonctionne relativement bien. À l'époque, il y avait un truc qui s'appelait WordLens. C'est un peu comme ce qu'on voit à l'écran. Là, présentement, à l'écran, ce qu'on voit, c'est une personne tient une affiche qui est écrite en anglais. Ça dit, en fait, je vais vous traduire en français, ça dit « Imaginez si vous pouvez comprendre n'importe quel langage. » Devant, en avant-plan, on voit un appareil mobile qui capte par sa caméra la pancarte en question. Puis sur la pancarte, c'est écrit dans une autre langue. Dans ce cas-ci, je crois que c'est du portugais qui est écrit. Et ce que ça fait, essentiellement, puis ça existe depuis presque 9 ans maintenant, mais on peut pointer notre caméra vers du contenu et ça nous le traduit dans la langue qu'on a indiquée. Donc encore là, on est en Allemagne, puis on cherche les toilettes, puis là, il y a un symbole écrit sur le mur, puis on ne sait pas ce que c'est. On met notre petit téléphone dedans, puis ça dit c'est téléphone ou toilette ou peu importe. Mais ça nous aide à comprendre où on va. Traduire des menus, par exemple, quand on est dans un endroit où on ne parle pas la langue. Et encore là, imaginez, si on a un outil qui permet de traduire ces choses-là et qu'un autre outil s'attache à ça et qui nous permet de nous le dire, de nous le faire entendre, non seulement comme non-voyant, par exemple, je peux me débrouiller dans une autre langue, mais je vais aussi me faire rapporter par mon outil ce que j'ai vu derrière le truc en question. Donc,
Oui. Bien, comme je disais tout à l'heure, c'est que ça s'améliore constamment. Il n'y a rien de parfait pour l'instant. Ce que vous parlez, c'est probablement Seeing AI, j'y arrive. Pardon? Ah, lui, je ne le connais pas. Mais je suis convaincu que c'est la même chose, c'est-à-dire que tous ces outils-là sont à leur premier balbutiement. C'est sûr que nous, on est impatients, on voudrait que ça fonctionne parfaitement tout de suite parce que pourquoi pas? Mais la réalité, encore là, c'est ça. C'est imprécis parce qu'il n'y a pas eu suffisamment d'exposition à de l'information. Puis avec le temps, les algorithmes n'arrivent pas encore à se perfectionner au point où c'est à peu près infaillible. Mais ça viendra avec le temps. On est quand même, si on compare avec 20 ans en arrière ou 30 ans en arrière, c'est quand même hallucinant en termes d'amélioration, mais j'en conviens que ce n'est pas parfait. Un autre truc sur le même principe, chez Microsoft qui s'appelle Translator. Même principe, j'ai mon téléphone, je pèse sur un bouton, je dis ce que j'ai à dire. Sur un écran, par exemple, qu'on partage en commun tout le monde, ça va capter ce que j'ai dit et ça va le traduire sur l'appareil des autres dans la langue de leur choix. Donc, moi, je suis en français, vous êtes en italien, l'autre personne est en allemand, l'autre est en grec. Je dis ma phrase en français, elle apparaît dans 3 langues différentes sur leur téléphone à eux. Ils parlent dans leur langue, ça apparaît sur nos téléphones dans nos langues respectives. Puis encore là, on est en train de complètement briser les barrières linguistiques par intelligence artificielle. Bon. Ce qui se rapproche un peu de ce que vous disiez tout à l'heure, il y a un outil qui s'appelle AI Poly Vision, que vous connaissez peut-être. C'est peut-être dans les plus connus, ça et Seeing AI. Mais essentiellement, c'est un logiciel, une application sur nos téléphones, encore une fois, pour reconnaître des objets, reconnaître des couleurs. Moi, je suis daltonien, par exemple. C'est génial. Je ne sais pas, moi, vert, brun, aucune idée. Mais avec ce truc-là, avec les bonnes conditions de luminosité, évidemment, sinon tout est gris, mais ça m'aide à ce niveau-là. Ou si, par exemple, quelqu'un est au dépanneur, comme là, ce qu'on voit à l'écran, c'est une personne qui tient son téléphone devant une série de bouteilles de Coke, et sur le téléphone, c'est écrit Coca-Cola. Donc, si j'ai envie d'un Coke et que je suis puriste, je ne vais pas me ramasser avec un Pepsi, là. Donc, je vais être capable de prendre le bon truc. L'outil me permet de le faire sans avoir besoin de demander à quelqu'un, encore une fois, ce que c'est. Donc, le même principe d'AI Poly, Seeing AI, ça pousse ça plus loin encore. Donc, au lieu d'avoir simplement une reconnaissance d'objets, reconnaissance de couleurs, ça permet de faire de la reconnaissance de texte. Donc, je peux mettre une lettre devant moi sur ma table, je mets mon téléphone au-dessus, ça va m'aider à cadrer la lettre pour avoir complètement dans mon écran. Ça va transférer le contenu en texte. Encore là, reconnaissance de caractère va être plus ou moins bonne dépendant de la police de caractère, dépendant de la luminosité, etc., mais ça s'améliore. Va me permettre de reconnaître des visages, par exemple. J'entraîne mon outil à reconnaître certaines personnes par reconnaissance faciale. Encore là, on arrive à trouver l'information. Et tout ça permet, encore une fois, une plus grande autonomie qu'on n'avait pas avant, en tant que personne qui est avec une limitation visuelle, par exemple. Le dernier que je vais vous présenter là-dessus s'appelle Orcam MyEye. Le même principe, encore une fois, vous connaissez peut-être, quelques personnes m'ont fait un petit bruit. Donc, c'est un truc qu'on installe sur notre lunette, par exemple, et on pointe avec notre doigt, et ça fait un peu le même principe. Ça va nous lire, ça va nous traduire, ça va nous décrire des choses. J'ai jamais eu l'occasion d'essayer celui-là. Mais bon, leur marketing est très, très positif sur combien bon c'est. On ne sait pas si ça l'est vraiment, mais encore une fois, moi, je suis assez disposé à pardonner à court terme parce que les possibilités sont extraordinaires quand on pense à ce que ça pourrait être plus tard. Donc ça, c'est quelques exemples, comme je disais, de ce qui peut arriver quand on commence à mettre ces algorithmes-là ensemble pour faire un produit. Donc, on a ça d'une part, qui existe aujourd'hui, qui peut encore s'améliorer, mais dans le monde physique, on est déjà beaucoup plus loin qu'on était il y a 20 ans grâce à ces évolutions-là. Ce qu'on commence à voir. Moi, je dis 20 ans, en fait, mais c'est vraiment dans les 7 à 8 dernières années que ça a beaucoup bougé, là. Et ça bouge à une vitesse folle. Donc, c'est sûr que plus on avance, plus ça développe vite aussi, donc de façon assez exponentielle. Donc ça, c'est comme je disais, c'est dans le monde physique. Il y a le monde numérique, donc dans le web comme tel. On a les mêmes problématiques encore une fois. Donc, vous avez tous appris qu'il faut être patient avec le contenu web. C'est jamais comme on veut, ça ne fonctionne jamais parfaitement ou ça fonctionne seulement vraiment bien quand c'est un site pour l'accessibilité, puis les autres, c'est toujours moyen au mieux. Mais encore une fois, l'intelligence artificielle est rendue là. Il existe des logiciels, il existe des services
comme Wix, GoDaddy, Bookmark, Adobe Sensei, FireDrop et The Grid, pour en nommer que quelques-uns, qui sont déjà en train de vendre des services où on ne construit plus notre site web. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on déplace des choses dans l'écran, on met des couleurs, on met des mots, puis ça se crée tout seul en arrière. C'est super cool pour rendre les gens plus autonomes et moins dépendants d'une agence de web, par exemple. Mais le code qui est généré est assez mauvais. D'un point de vue accessibilité, c'est pire que jamais, pire que toujours. Enfin, c'est très mauvais. Donc, ce que ça veut dire, c'est que on va faire un pas en arrière. Il va se passer quelque chose, c'est sûr, à court terme, où le peu d'accessibilité qu'on a pu gagner parce que des gens compétents faisaient le travail avec leurs petites mains, ça va changer parce que de plus en plus, les organisations vont se tourner vers ces systèmes-là qui sont beaucoup plus abordables qu'une agence de web, par exemple. Donc, on va perdre une partie de web accessible au profit d'un web plus abordable. Donc, dans cette période-là, il va y avoir forcément plus de relâchement, je pense, au niveau de l'accessibilité. Donc, on n'est pas sorti du bois, d'après moi. Mais ce qu'on peut espérer, parce que notre rôle à nous, en fait, comme gens en technologie, c'est d'entraîner, c'est d'enseigner à ces algorithmes-là à bien faire le travail. Donc, on peut imaginer qu'éventuellement, les systèmes qui vont remplacer l'humain pour le développement de trucs de base, trucs simples comme bâtir un site web, ça va s'améliorer, ça va devenir plus accessible. Puis là, à ce moment-là, on peut recommencer à penser qu'on va regagner. Mais je vois un parallèle, essentiellement, entre ça, le web, l'accessibilité du web comme tel au niveau, en fait, du web, au niveau du numérique, et par exemple, comment, dans le monde physique, l'accessibilité a été, je ne dirais pas qu'elle a été gagnée, ça serait pas du tout vrai, mais l'amélioration qui a été faite dans les années 90, à partir des années 90, pour rendre les buildings plus accessibles, par exemple, ça s'est fait avant que le web se rende accessible. Le web est un peu à la traînée de l'architectural, du physique, et j'ai l'impression que ça va être un peu ça qui va se passer aussi ici. On va commencer par devoir améliorer l'intelligence artificielle pour qu'après ça, l'accessibilité puisse rentrer, parce que ça va sûrement passer en deuxième, comme ça passe toujours en deuxième, malheureusement. Mais bon, pour ceux d'entre vous qui travaillent en web et en accessibilité, c'est une sécurité d'emploi, c'est super. Pour le reste des gens qui en dépendent un peu, ce n'est pas une super bonne nouvelle, je crois. Pour vous donner un peu une idée du web que ça représente aujourd'hui en termes d'accessibilité, il y a une organisation américaine qui s'appelle WebAIM, Web Accessibility in Mind, qui ont fait une étude en début d'année où ils ont analysé par outil automatique 1 million de pages web. Les pages web les plus populaires à peu près sur Internet. Et ils sont arrivés avec des résultats assez inquiétants, notamment que bon, les erreurs les plus fréquentes, c'est des contrastes de couleurs, des textes alternatifs manquants sur des images, des liens qui n'avaient pas de valeur textuelle, donc on ne pouvait pas savoir le lien allait où, des contrôles de formulaire qui n'avaient pas de libellé, donc on a un champ de formulaire, mais c'est pas défini. Le document dont la langue n'était pas spécifiée au départ, donc le lecteur d'écran ne savait pas quelle langue choisir pour interpréter le contenu, ou des boutons, un peu comme les liens des boutons qui n'avaient pas de texte précis, donc on entend bouton, puis on ne sait pas ce que ça fait. Donc ces six éléments-là étaient les plus problématiques. Ils revenaient les plus souvent. Les pourcentages de présence sur le million de pages, elle est de l'ordre de 85 pour les contrastes, 68 pour les textes alternatifs, 58 pour les liens, 52 pour les contrôles de formulaire, 33 pour les documents sans langue définie et 25 pour les boutons. Ça, c'était en février. Donc, c'est omniprésent. Il y a ces erreurs-là partout. Ils ont refait ces tests-là dans les mois qui ont suivi. Ils sont arrivés avec des résultats le mois passé, il y a quelques semaines à peine. Et c'est à peu près pareil, ça n'a pas vraiment bougé. Des petites variations. On est passé de 85 à 86 des pages qui ont des problèmes de contraste de couleur, donc ça ne s'est pas amélioré. C'est le contraire, en fait. On est passé de 68 à 67, donc une minuscule amélioration de 0,1 au niveau des textes alternatifs, une amélioration de 0,8 au niveau des liens, une amélioration d'à peu près 0,4 au niveau des contrôles de formulaire, une amélioration d'à peu près 2,5 sur les documents sans langue et une amélioration de 2 sur les boutons. Donc, ça joue un peu, mais probablement que dans 6 mois, quand ils refont le truc, ça va encore bouger d'une façon ou d'une autre. Oui, c'est un organisme américain. Mais les pages, en fait, c'est une bonne question. C'est probablement beaucoup de pages américaines parce que les Américains sont comme ça. Le million de pages les plus importantes sont probablement américaines.
C'est probablement le cas, mais en fait, je ne sais pas. Je n'ai pas vérifié le million de pages. Donc, je ne sais pas tout ce qu'il y a là-dedans. Mais ça venait d'un truc qui s'appelle Alexa. Donc, c'est comme l'espèce de listing officiel du web. C'est là que ça venait au départ. Donc, notre problématique... Oui. Imaginez un formulaire, nom, prénom, mot de passe, etc. Donc, je peux avoir par exemple, le nom ou le prénom pour un champ texte. Et il n'y a pas d'association qui est faite entre le petit libellé et le champ. Donc, comme personne non-voyante, j'arrive sur le champ texte et je devrais en principe entendre prénom, mais j'entends rien. Ou j'entends une information erronée, ou j'entends une information qui est contradictoire, ou quelque chose qui ne m'aide pas finalement, qui fait que je ne sais pas quoi écrire dans ce champ-là, à moins de vraiment soit explorer beaucoup ou prendre des chances. Ça, c'est dans 80 quelques % des formulaires ont ce genre de choses-là sur les pages d'accueil, c'est majeur. Parce qu'on parle de formulaire, par exemple, c'est la façon dont on peut communiquer avec l'organisation si ça ne marche pas. Donc, si 8 sur 10 des sites web qui ont des problèmes d'accessibilité ne me permettent pas de les communiquer avec eux, comment je peux même leur dire que ça ne fonctionne pas? Donc, il est comme la poule et l'œuf. Une image qui serait décrite en texte. Donc, par exemple, nous, on peut voir cette image-là, on peut la comprendre en la voyant, mais une personne non-voyante n'a pas cette capacité-là. Donc, il y a un texte derrière qui va décrire cette image-là en mots pour qu'on puisse savoir ce que c'est. Ouais. Donc, la problématique qu'on a, parce que toutes ces choses-là, c'est des choses super simples à corriger. En principe, par intelligence artificielle, si on entraîne nos outils, on peut corriger ces choses-là. On n'est pas rendu là encore. Pourquoi? Parce qu'on manque de données. On a très peu d'informations sur qui documentent les erreurs. Une entreprise comme celle pour laquelle je travaille, DQ Systems, on fait des milliers d'évaluations, on a plein d'informations, mais notre base de données, c'est peut-être 10, 12 000 pages, c'est peut-être 100 000 erreurs, c'est minuscule, ça ne représente rien dans l'océan du web. Donc, on n'a pas cette réalité-là que, par exemple, Instagram a après avoir fait 3,5 milliards d'images à travers leur algorithme. On n'a pas du tout c'est pas la même relation. Donc, la problématique, elle est surtout là. On peut clairement pas apprendre à des développeurs et des designers à faire un travail de web plus accessible globalement, parce qu'après 20 ans, il y a une minuscule partie qui l'apprennent. Il y a très peu, pas d'accord, il y a très peu de développeurs et de designers qui adhèrent à ça. Moi, ça fait 15 ans que j'en... OK, est-ce qu'on est d'accord? OK, je pense qu'on n'était pas d'accord. OK. Oui, non, je sais. Mais, donc, c'est ça, la problématique est là, c'est-à-dire que on a beau enseigner, les gens tournent les coins ronds, ont d'autres priorités, ne comprennent pas pourquoi, donc peu importe. Se fier sur la volonté humaine, ça a ses limites. En même temps, c'est tellement contradictoire parce que moi, quand je me retrouve devant des classes d'élèves et que je leur parle d'accessibilité du web, ils sont super passionnés, ça Ben oui. les intéresse énormément. Ouais. Donc, probablement que le problème, c'est dans l'industrie, une fois qu'ils se retrouvent. Ah oui, sans aucun doute. Sans aucun doute. À l'école, ils sont vraiment intéressés, mais c'est probablement l'employeur qui ne voit pas l'intérêt. Oui, il y a une grosse question d'argent puis de ressources derrière ça, c'est sûr, mais il y a aussi une question de sensibilisation. Quand on a 72 urgences, on a beau être sensible à la cause, à un moment donné, il faut qu'on fasse des choix aussi. Puis il y a des gens qui ne sont juste pas sensibles à cette cause-là, dans en partant. Il y en a aussi, oui. Oui, j'ose espérer qu'il y en a de moins en moins, mais il y en a encore, c'est sûr. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, on a quelques informations sur les erreurs comme telles, mais pas beaucoup. Puis on n'a surtout vraiment pas d'informations sur nous comme utilisateurs. Puis, on n'est pas disposé à donner cette information-là. Un des débats constants, c'est est-ce qu'on devrait être capable, par exemple, est-ce qu'on devrait trouver une façon d'être capable d'identifier qui vient avec un lecteur d'écran sur les pages? Puis les gens disent, je ne veux pas que le monde sache ça. Donc, nous, on est un peu frileux avec notre propre information, puis divulguer des choses qui viennent de nous. Et puisqu'on n'a pas d'information, on ne peut pas rien faire avec non plus. Donc, il y a comme encore là cette problématique-là aussi, ce qui fait que je ne sais pas à quel point on peut réellement utiliser l'intelligence artificielle pour régler ces problématiques-là. Par contre, on peut certainement commencer à penser à des outils qui, eux, pourraient commencer à régler certaines choses. Et si on revient à ce que je disais au départ,
on pense à l'intelligence artificielle pour les tâches super simples. Comme par exemple, aujourd'hui, tous les outils d'adaptation, les outils d'évaluation d'accessibilité dignes de ce nom sont capables d'identifier si une image a un texte alternatif. C'est dans le code, c'est super simple. La pertinence de ce texte alternatif-là, est-ce qu'il est vraiment représentatif de l'image? Aucun outil peut le faire. Mais si on commence à additionner les morceaux dont on parlait tout à l'heure et qu'on a un algorithme qui peut reconnaître l'image et qu'on est capable de faire une extraction de ces mots-là pour créer un texte, parce que là, on a aussi l'autre truc de synthèse abstractive, par exemple. On a une liste de mots, on peut le transformer en une phrase qui a de l'allure. Soudainement, c'est comme si une vraie personne avait fait le truc. Ce ne sera pas parfait. Encore une fois, au début, ça va être un peu laborieux, mais avec le temps, on peut penser que ça peut s'améliorer. Il y a quand même un ISO pour la rédaction de texte alternatif. C'est parce qu'il y a de l'intérêt pour la chose. Ah oui. Si c'est standardisé, normalisé pour la planète, je veux dire, le texte alternatif, je ne comprends pas comment ça se fait qu'il ne se retrouve pas sur nos pages web, dans nos pages web. Ouais. Trouverais-tu que ce serait peu que, justement, les compagnies, souvent, ne voient pas l'apport économique En grande partie. d'une chose, et pourtant, quand on regarde certains endroits ce qu'ils ont fait, soit en accessibilité, que ce soit pour le web ou ailleurs, ils ont un apport économique de ça, mais ils ne dévoilent pas de toute façon. Ben, oui, effectivement. D'une part, ce serait des données qui seraient privées. D'autre part, en fait, quand on fait la démonstration, les organisations comprennent l'intérêt. Parce que s'ils ne comprennent pas l'intérêt d'un point de vue accessibilité, ils comprennent l'intérêt d'un point de vue référencement. Pour des images, par exemple, si les images sont décrites, c'est plus de contenu dans un moteur de recherche, donc on ressort plus naturellement. Le business case, si on veut, est facile à faire. Mais les gens voient sur du court terme. Ils voient le prochain trimestre, il faut rentrer des chiffres. Puis un investissement sur de l'accessibilité, ça se gagne dans le temps. Ça ne se gagne pas pour mes actionnaires dans les 3 prochains mois. Donc, c'est là que les décisions se prennent. C'est énormément à ce niveau-là que ça se passe. Mais après ça, il faut aussi que les gens en position d'autorité dans les entreprises, en position de décision, incarnent la volonté d'inclusion aussi. Et ça, ce n'est pas forcément là gagné non plus. Oui? Est-ce qu'Instagram et Facebook appartiennent? Non. Non, Facebook possède Instagram, Google n'a rien à voir avec eux. Facebook possède Instagram. Ouais. On pourrait penser que cette fusion des connaissances pourrait améliorer. Oui, bien on le voit déjà, ça. Ce qui s'est fait beaucoup chez Instagram, parce que la plateforme elle se prêtait mieux à ça, parce que c'est essentiellement du contenu visuel. Donc, elle se prêtait mieux à ça que Facebook. Il y a ce travail qui a été fait chez Instagram, qui a été fait chez WhatsApp, par exemple, qui est une autre application qui est possédée par Facebook. Et ça a été ramené dans Facebook. Une fois que c'était considéré comme plus stable, ça a été ramené dans Facebook, puis on en bénéficie là. Un truc sur Facebook, je devrais arrêter parce que je sais que j'arrive à terme. Mais, truc passionnant par rapport à ça, c'est que l'évolution de Facebook pour les textes alternatifs, leur objectif aujourd'hui, c'est ça, c'est de nous dire, bon, OK, en fait, ce qu'ils font aujourd'hui, c'est ça. Cette image peut contenir 2 personnes souriantes, un ciel, une montagne, un canot, puis un chien, en plein air. Donc, des descriptions unitaires, granulaires comme ça. Leur objectif, éventuellement, c'est de faire des descriptions qui sont contextuelles. Pas simplement en disant, je peux faire une abstraction, une synthèse abstractive, comme je disais tout à l'heure, puis de faire une vraie phrase qui a l'air humaine, mais aussi d'être capable de dire, c'est pas juste 2 personnes qui sont souriantes, c'est 2 personnes que je connais comme étant dans tes amis, je les ai déjà vues, c'est Bob puis Julie, puis dans un autre post que tu as fait, tu as parlé de Bob puis Julie qui venaient manger en fin de semaine chez vous, on est samedi, tu fais un post, ma description assume que c'est le barbecue dont tu parlais avec Bob et Julie tel jour. Donc, il peut aller chercher l'information à gauche et à droite, puis commencer à bâtir un truc de ce goût-là, qui est terrifiant et super cool en même temps. Donc je termine là-dessus parce qu'il y a quelques autres trucs que j'aurais pu dire encore, mais c'est ça. Je pense que ce qui va arriver à court terme, c'est des outils qui vont nous aider à améliorer ces éléments-là. Les développeurs utilisent des outils pour tester leur accessibilité, donc ils vont être aidés un peu plus, mais ça va vraiment dépendre en grande partie de leur bonne volonté, encore une fois. J'ai commencé en vous parlant de voitures autonomes. Je vais terminer là-dessus. Donc, full disclosure, j'ai 48 ans, je n'ai pas de permis de conduire encore. Bizarre comme ça. Je pourrais, j'ai jamais eu l'intérêt, j'ai toujours vécu à Montréal, transport en commun extraordinaire, je prends les taxis au besoin. Je n'ai pas de voiture.
Mais je suis super excité parce que quand ça va arriver, c'est clair que j'en veux une. Et j'ai pas cette problématique-là au départ de limitation au niveau de mes déplacements, etc. Mais pour tous ceux qu'on connaît qui sont en fauteuil roulant, qui dépendent des transports adaptés, etc., on sait à quel point c'est mauvais. On sait ce que ça veut dire attendre 2 heures quand il neige, puis pas manquer quand il passe parce qu'il n'attend pas. On connaît tout ça. Et Google, encore une fois, ils sont partout. Ils ont un truc qui s'appelle Waymo. Vous connaissez peut-être Tesla, Uber, Lyft, etc. Ils ont tous un programme, Apple, Samsung, GM. Ils ont tous un programme de ce coup-là. C'est la grosse course actuellement en technologie. Mais ce que ça va faire en termes d'autonomisation pour les personnes aussi, c'est extraordinaire. Aux États-Unis, seulement 42 des personnes handicapées vivent une situation d'isolement parce qu'ils ne sont pas capables de se déplacer facilement. Un truc comme ça change complètement la game pour eux aussi. Il y a des choses très, très cool qui viennent par rapport à ça. Puis j'arrête là-dessus parce que sinon, je vais être encore là dans une demi-heure. Merci beaucoup. Merci. J'ai menti. Il y a une dernière petite affaire, je vais vous dire. Un ami à moi, Chris Hellman, parlait de ça il n'y a pas tellement longtemps, puis il disait, je trouve que c'est un beau parallèle, ça me permet de finir sur ce que je disais sur Mick Lewin plus tôt, mais il dit, les ordinateurs, en fait, c'est comme des majordomes dans le coin. Ils attendent là qu'on leur dise quoi faire. T'sais. Et c'est à nous de décider qu'est-ce qu'on va leur faire faire. On peut faire des choses qui vont être utiles à l'humanité, comme ce qu'on parle aujourd'hui. On peut faire des trucs qui permettent de vendre plus de bouteilles de shampoing. C'est peut-être moins intéressant. Donc, on espère que ça va se produire comme ça. Mais, comme je disais au départ, d'abord, on crée ces outils-là, puis éventuellement, les outils nous façonnent nous aussi, puis nous aident à aller plus loin, puis on espère améliorer nos conditions de tout le monde. Alors, voilà, pour vrai cette fois-là. Merci.